Ah, je parle pas souvent de la Super Nintendo, c'est vrai. J'ai l'impression que tout a déjà été dit sur YouTube. Mais là, vu que je faisais une rétrospective 16 bits, bon, c'était l'occasion de vous parler de quelques jeux. 30 pour être précis. Joe Mac. Je sais pas si c'est voir le logo Data East qui m'a fait cet effet, mais j'ai plus l'impression de jouer un jeu d'arcade qu'à un jeu Super Nintendo. Et c'est pas un défaut, le jeu est assez cool, plutôt maniable, pas aussi rigide que d'autres vieilleries sorties avant. La barre de vie est permissive, donc c'est encore assez jouable même aujourd'hui. À l'époque, c'était surtout son univers qui le démarquait, des gros sprites détaillés et colorés qui lui donnent une charmante personnalité. Earth Defense Force, ou EDF pour les intimes. Quand tu sors de la PC Engine et de tous ces shoot'em up, je t'avoue que ça te procure pas grand chose. Il est bon sans avoir spécialement de qualité à relever. Au premier abord il est fluide, c'est agréable, mais il rame très souvent quand il se passe des choses à l'écran. Visuellement par contre c'est cool de voir des décors plus détaillés, de la transparence dans les nuages, ça change des consoles 16 bits moins puissantes. Il y a différents types d'armes, donc ça ajoute de la variété entre chaque continu. Perso, je vous conseille le S-Laser ou le Homing pour des missiles téléguidés. Is 3. Contrairement aux deux premiers Is dont j'ai parlé dans mes dernières vidéos PC Engine, celui-là il est pas vu de haut mais vu de profil. Et pourtant tout le charme de la série est conservé. Le système d'objets, d'équipements, d'expérience, le sens de l'aventure, les mélodies cool, mais aussi le fait de devoir faire pas mal de grind pour monter en niveau, ça c'est toujours là. Beaucoup de grind parce que le jeu est pas facile, mais ça reste un bon action RPG pour son époque. Spanky's Quest. Tu contrôles un singe qui jette des bulles pour piquer les clés des ennemis pour avancer au tableau suivant. Sauf que la trajectoire de ta bulle est pas très naturelle quand tu la lances. Et puis t'as une mécanique de coup de tête pour rendre tes bulles plus grosses ou les transformer en ballons de foot. Je trouve que ça manque de précision. Ça essaie de faire compliqué avec du simple, et globalement, je m'amuse pas trop. Bambuzal. Ça aussi, c'est un jeu à concept, mais on est plus dans le casse-tête réflexion. Faut faire exploser toutes les mines sans se faire sauter avec. La perspective isométrique apporte un peu d'originalité, une fois que t'as assimilé quelle direction aller où avec la croix de la manette, qui pour rappel n'est pas de traviole, elle. J'ai trouvé ça pas trop mal, mais faut être dans un mood où t'as envie de réfléchir. Et oui, sinon c'est moche pour de la SNES. Psycho Dream, lui on dirait un jeu Mega Drive, c'est bizarre. Un jeu action plateforme arcade, des petites vibes shinobi dans le gameplay, mais en moins bien. Une fois que t'as compris que tu peux courir grâce aux gâchettes, il devient assez jouable, mais à part quelques effets visuels sympas de début de vie, il a pas grand chose pour lui, à mon humble avis. Il y a des power-ups étranges, et un level design pas très inspiré. Super Valise 4. C'est déjà un poil mieux en termes de game feel et d'identité visuelle, mais la structure des niveaux, bof quoi. C'est souvent des grosses lignes droites avec les mêmes ennemis en boucle. La gestion des objets ajoute un peu de profondeur au gameplay, sinon ça serait très basique. Pop & Twinbee. Un shoot'em up vertical plutôt réussi, qui a rien à envier à ceux de la PC Engine. Un maniement fluide, un univers mignon, tout comme la musique, et des graphismes franchement détaillés. Quand t'as beaucoup joué aux autres jeux console 16 bits juste avant, tu te rends compte à quel point la SNES c'était une bête en 2D pour l'époque. Ça saute aux yeux, surtout quand tu compares les arrière-plans. Il y a une bien meilleure impression de profondeur. Sinon le petit gimmick ici, c'est que t'as une autre touche pour tirer sur les ennemis au sol, donc il y a deux plans à gérer. Je recommande, c'est cool. The Seventh Saga, un RPG édité par Enix, mais pas en Europe bien sûr. On n'avait pas eu le droit à ces jeux-là, nous. J'aime bien l'utilisation du mode 7 pour zoomer dans l'action quand un combat démarre. Et par contre, les combats sont méga durs, donc t'auras sûrement pas le courage d'en venir à bout en 2022. Et ça se comprend, ça serait une perte de temps d'en consacrer autant s'il y a de bien meilleurs RPG 16 bits que t'as toujours pas fait. Mais il a tout de même un côté minimaliste qui m'a amusé quelque temps. Doomsday Warrior, le Street Fighter 2 du pauvre. Tout y est, mais en moins bien. Les designs sont fades, tout comme les musiques.
T'as l'impression de faire super vite le tour de la palette de coups. L'impact des attaques est mou, et j'ai vraiment aucun plaisir à jouer à ça. Opération Logic Bomb. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est aussi fun que vous l'imaginez. C'est-à-dire que si visuellement vous trouvez ça cool, ça vous amusera sans doute. Mais l'inverse est vrai aussi. Si ça vous inspire rien, vous aurez pas vraiment de surprise en y jouant. T'avances, tu tires, le game feel est pas trop mauvais, grâce aux gâchettes tu peux loquer une direction, ça permet de gagner en précision. Hey Punk, are you tough 9? Eh ben lui, au moins, il est meilleur que Doomsday Warrior. Les commandes sont plus réactives, tout est plus rapide, tout est plus comme Street Fighter 2. C'est pour ça qu'il était aussi marquant Street à l'époque en fait. Là où plein de jeux de versus étaient mous du cul, lui, il avait une sorte de fluidité générale qui le rendait bien plus agréable. Hey Punk, are you tough 9? Aussi. Mais bon, t'as juste l'impression de jouer à une ROM hack avec moins de persos et qui porte des armes blanches. C'est pas raté hein, mais c'est rien de nouveau. ActRaiser 2. Le 1 est beaucoup plus connu pour son mélange action et jeu de gestion. Sa suite n'a que l'action, mais moi je la surkiffe. Que ça soit la finesse des graphismes, la palette de mouvements du héros, assez déroutant à contrôler au début, je le conçois, mais après m'y être investi autant de temps, je trouve maintenant que c'est un vrai plaisir. Au même titre qu'un Castlevania ou un Super Ghouls and Ghosts, c'est un de mes jeux d'action prioritaires à chaque fois que je branche la console. The Peacekeepers, un beat'em all. Si vous me connaissez, vous savez déjà que j'ai pas besoin d'en dire plus. Tout comme les jeux de baston que j'ai cités avant, le souci c'est que ça n'apporte rien. T'as l'impression d'y avoir déjà joué 50 fois, alors même que tu l'as découvert il y a 70 secondes. Mais il a au moins le mérite de te faire réaliser à quel point c'est important la musique dans une bande son. Claymates. Lui, clairement, son intérêt, il réside dans ses visuels. Mais alors, quand tu t'en contrebalances de la pâte à modeler, ça vole pas haut. Tu prends le contrôle de plusieurs animaux, dans des niveaux de jeux de plateforme au level design quelconque. Les persos ont des animations originales pour l'époque par rapport aux autres jeux SNES, mais ça fait 13 années 90. Y en a qui trouvent ça beau aujourd'hui? Non, vraiment, je vous demande. Moi, ça me répulserait presque. J'ai pas envie de jouer à ça, ou alors c'est peut-être juste parce que c'est des Américains qui l'ont pondu. Et niveau univers, les Japonais sortaient rien dans ce genre. Donc mon corps est pas habitué, et il n'est tout simplement pas prêt. Brainlord, un action RPG. Donc pas de tour par tour, ni de rencontres aléatoires. Toute l'action est directement dans les niveaux. Et pour l'époque, parfois je trouve que ça fait du bien justement. Parce que la formule RPG classique, elle passe quand on se fait des jeux cultes à la Final Fantasy VI, mais quand le moindre RPG obscur fonctionne pareil, en moins bon, c'est vite chiant. Je vous vois venir. Oh mais c'est un Zelda Light en fait. Non, c'est pas parce qu'il y a une touche pour taper avec son épée que tout de suite... Bon, on parcourt des donjons, il y a de la plateforme, il y a des énigmes avec des trucs à pousser. Bon, d'accord, ça n'a pas totalement rien à voir avec Zelda. Mais ça me rappelle plus Light Crusader sur Mega Drive, sans la vue isométrique. Je me suis amusé sur ce jeu, et les musiques sont cool. Joe & Mac 2, dans la lignée du premier, mais en plus beau et bien plus fluide. C'est très agréable, ça devient même difficile de retourner sur Joe & Mac 1 après ça. Sa suite a des phases variées, et même un petit côté aventure. On perd la dimension très arcade, là on est vraiment sur un jeu SNES pur et dur. Il éclipsera jamais les meilleurs jeux de la machine, mais au rayon des innombrables actions platformer à mascotte des années 90, lui il était un peu au-dessus. Breath of the Wild. Ah non pardon, Breath of Fire, plutôt connu de nom. Quand t'aimes les JRPG, c'est prenant au début, puis vite chiant parce que ça a tous les défauts des RPG old school. Des rencontres aléatoires, les combats ennuyants, une difficulté déséquilibrée. La SNES, c'est la console des RPG, donc va plutôt jouer à autre chose dessus. Enfin bon, on dit ça, mais en Europe, les RPG, c'était pas la joie. Limite sur Mega Drive, il y en avait plus. Sa suite, Breath of Fire 2, a au moins le mérite d'avoir officiellement atterri en France à l'époque.
Mais bon, moi dans l'ensemble, je suis pas particulièrement fan de la série Breath of Fire. Sans pourtant avoir grand chose à lui reprocher, à part son manque de génie. The Ignition Factor. Un jeu où t'es pompier et tu sauves des gens grâce à ton extincteur. C'est original ça. Enfin, après quelques minutes, la gestion de l'inventaire, la lenteur générale du jeu et le manque de fun te feront réaliser que finalement, le métier de base est peut-être pas non plus très fun. Ça vous aura sans doute pas échappé que là je joue à un paquet de jeux SNES du online Switch. C'est bien pour faire des découvertes, mais le plus souvent, quand ces vieux jeux sont pas connus, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils ont marqué personne. Jelly Boy, par exemple, il a marqué qui, lui? Ce mauvais goût, à tous les coups, c'est occidental aussi. Hein. On avait du mal avant 2000 à faire des bons jeux sur console, mine de rien. On était loin derrière les japonais. Comme dans Claymates, tu te transformes en des trucs, et comme dans Claymates, qu'est-ce qu'on se fait chier? Pourquoi ces jeux existent? C'était qui la cible? Les parents d'enfants qui achetaient au hasard parce que c'était pas Peggy 18? Wild Guns. Ça c'est bien mieux déjà. Le jeu est beau, le gameplay est original, il y a un petit temps d'adaptation parce que c'est pas banal, mais quand t'as compris, ça marche bien. C'est de la bonne action. Bon, chaque écran a tendance à se jouer de la même façon, donc une session de 20 minutes c'est largement suffisant pour moi. Après je m'ennuie. Mais en vrai, le fait qu'il soit aussi unique en son genre sur la console le rend tout sauf inintéressant. Lufia 2, une très bonne surprise ce RPG, qui tombe pas dans la catégorie des déchets qui ont trop vieilli, parce que au lieu d'avoir les lourdeurs qu'on voit partout, il a de l'originalité à proposer lui. Les monstres apparaissent sur la carte dans les donjons, c'est du tour par tour, mais c'est rapide à enchaîner grâce à l'interface très fluide. Même le level up est pas désagréable. C'est rare que je mette ça en avant, mais c'est surtout ces donjons qui sont réussis. Il y a des énigmes à base d'interrupteurs ou de blocs à pousser, mais c'est des vrais casse-têtes où faut réfléchir, c'est pas juste des labyrinthes remplis de cul-de-sac. Faut se creuser les méninges, tenter des trucs. Moi ça m'amuse, ce mix RPG, aventure et énigme. Faut pas y jouer pour le scénar ou les dialogues, c'est très bateau à ce niveau, mais en termes de gameplay, il n'y a pas beaucoup de RPG 16 bits qui rivalisent. Prehistoric Man, c'est globalement une réussite à plein de niveaux. Réalisation, jouabilité, et pourtant j'arrive pas trop à m'amuser dessus. Je pense que pour ce type de jeu, je préfère quelque chose de plus linéaire, pas autant de dialogue, de blabla, d'options, d'embranchements dans les niveaux. Je veux du fun tout de suite, sans interruption. Ici, c'est pas toujours clair où est la fin du niveau, et donc ce level design ne me correspond pas vraiment. Est-ce que c'est que moi, ou vous avez un avis différent sur ce que devrait être un action platformer 2D ? Pendant que d'autres se paluchent sur Starwing, moi quand je suis en manque de polygones, je fais du Stun Race FX. Alors c'est pas très fluide non plus, c'est pas du full screen, mais moi la conduite ça m'amuse plus que galérer à viser des vaisseaux dans un environnement 3D. Il y a une latence générale dans les commandes à laquelle faut s'habituer, mais t'as un rendu visuel franchement bluffant pour la console. Les tracés sont variés, pas plats, il y a des dénivelés, ça change du mode 7, mais le Super FX c'était surtout utilisé au profit d'expériences arcade. Je suis curieux de savoir quel genre de Zelda 3D Nintendo aurait pu pondre avec cette puce. Agane, le shinobi de la Super Nintendo, en plus moderne, plus d'armes, et surtout beaucoup plus de challenge dès le début. On se rapproche presque plus d'un Contra parfois en termes de difficulté violente. Mais c'est hyper jouable, donc ça reste agréable de s'investir pour s'améliorer. Terranigma, lui c'est un peu notre fierté européenne, notre revanche sur les US. C'est une sorte d'action RPG qui est sorti chez nous très tard, en 1997, mais jamais aux États-Unis. Au début, c'est une succession de triggers à déclencher en parlant au PNJ dans le bon ordre. C'est un peu lourd de tourner en rond. Puis c'est un action RPG où tu parcours des donjons. C'est fait par les mêmes gars que Illusion of Time. Et ça se voit. C'est bien, c'est beau graphiquement, mais dans la même catégorie, c'est moins amusant qu'un Zelda 3. Je dirais même
que c'est moins amusant qu'un Illusion of Time justement. Chrono Trigger. Je l'ai enfin fini! Le RPG 16 bits ultime. Je dis pas nécessairement que c'est le meilleur, parce que tout dépend de ce que tu valorises dans un jeu. Souvent c'est une histoire de goût et de préférence, mais il n'y a pas de doute sur le fait que Chrono Trigger est le RPG 16 bits le plus abouti. On dirait presque un jeu PlayStation en termes d'ambition. L'originalité de l'intrigue, un système de combat avec de la profondeur, les panoramas somptueux, la qualité des sonorités, les ambiances différentes des environnements, ça lui confère une vraie identité. Le jeu est court, seulement 20 heures, et c'est une qualité pour moi, parce que l'aventure est super rythmée par rapport à d'autres titres qui se finissent en 40 heures, mais avec plein de temps mort. Castlevania Vampire's Kiss. Quand tu sors de Castlevania 4, c'est compliqué parce qu'il abandonne complètement sa volonté d'accessibilité. Mais quand tu sors de la PC Engine CD et de son Castlevania Rondo of Blood, comme c'est mon cas, bah t'as l'impression que c'est sa suite logique. Plus linéaire certes, mais c'est le même gameplay donc c'est kiffant. Puis les décors plus détaillés et les quelques nouveaux effets graphiques Super Nintendo, ça caresse les yeux aussi. C'est pas un jeu 100% original si t'as déjà fait Rondo of Blood, parce qu'il y a du recyclage d'idées et le sentiment que le jeu a été un peu plus rushé que d'autres Castlevania. Mais ça en reste un, donc j'aime bien. Star Fox 2. Pour les 3 qui savent pas, je rappelle que c'est un jeu réalisé en 1996, complètement terminé à l'époque, mais dont la sortie a été annulée pour pas concurrencer la Nintendo 64. Les seules versions officielles qui existent, c'est sur la Super Nintendo Classic Mini et sur le Nintendo Switch Online. Star Fox 2, je le trouve tout aussi chiant que le premier, peut-être même plus, parce que maintenant, t'as même des phases de shoot en arène fermée. Et avec ce framerate, je trouve que c'est un calvaire de viser les ennemis. En plus maintenant, il y a une sorte de pseudo tower defense à gérer avant de rentrer dans les niveaux, ça ajoute de la lourdeur avant de voir les nouveautés. Il y a des phases au sol, c'est marrant de voir comment ça se joue, mais pour moi, même les graphismes 3D justifient pas qu'on y joue, contrairement au jeu suivant. Winter Gold, c'est la Super Nintendo qui essaie d'être une console 32 bits. Et c'est sorti en 1996, rendez-vous compte. Ces intégrations de 3D dans les cinématiques ou les niveaux sont super impressionnantes je trouve. C'est encore plus beau que dans la vraie vie. Et c'est rendu possible grâce au Super FX2, déjà présent dans la cartouche de Yoshi's Island ou Star Fox 2. À jouer, c'est très simpliste, les sports se ressemblent beaucoup, c'est vite lassant, mais putain, on s'en fout, quelle claque! Tu joueras que pour les graphismes. Et aussi parce que la luge et le slalom, c'est pas trop mauvais. Comment ça, elle est pas bien ma sélection? Elle est pas représentative du catalogue de la console? Ah, j'ai pas parlé de votre jeu préféré. Moi je parlais de DF pourtant. Si vous avez des titres un peu plus obscurs que la moyenne à conseiller, vos commentaires sont les bienvenus. Et si vous voulez me voir faire d'autres sélections de 30 jeux par console, allez voir cette playlist.